Le Cameroun et le Maroc s'affrontent en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 dans un contexte à haute intensité. D'un côté, les Lions indomptables en pleine reconstruction sous la houlette de David Paco, avec une progression visible dans le jeu et dans la gestion des temps forts. D'un autre côté, le Maroc, hôte de la compétition, invaincu jusqu'à présent et soutenu par son public. Au-delà de l'affiche, cette compétition relève des enjeux tactiques, des enjeux mentaux et des enjeux stratégiques. Et ce sont ces enjeux-là que nous allons analyser aujourd'hui avec Jean-Jacques Missé, ancien Lion indomptable. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Stéphane. Cameroun-Maroc en quart de finale pour l'adversaire, ce n'est jamais chose facile. En tant qu'ancien Lion indomptable, comment est-ce que vous voyez ce duel bailleur-locataire? Vous savez, dans une compétition de Coupe d'Afrique, il n'y a jamais on joue à domicile. C'est une compétition, c'est un tournoi, ça dépend de beaucoup de paramètres. C'est vrai que le Maroc joue devant son public, mais ça n'a rien à voir. Il y aura des supporters camerounais dans le stade et d'autres supporters qui supporteront le Cameroun. Donc, ça se joue sur le terrain. Ça se joue sur le terrain. Historiquement, les confrontations entre le Cameroun et le Maroc ont souvent été marquées par une forte intensité et peu d'écart. Est-ce que, selon vous, l'histoire de ces duels peut encore servir de repère pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas d'expérience? Vous savez, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne pouvez pas bien avancer. Donc je pense qu'on a bien fait ou mieux fait de rappeler à ces jeunes ce que le Cameroun a toujours fait contre le Maroc, que ce soit en Coupe des clubs, avec le canon que nous avons nous-mêmes participé, que ce soit en Coupe d'Afrique. Et vous savez que le Maroc avait organisé la Coupe d'Afrique 88 et le Cameroun les a éliminés en demi-finale avant de gagner ce trophée. Donc en 84, en 86 au Caire, en Égypte, nous les avons aussi battus puisqu'ils étaient dans la même poule. Donc comprenez que le Cameroun a toujours eu le dessus sur le Maroc. Donc ça, c'est mieux. Je pense que Pagoun, Tougupile, Mbaga Gelbert, le directeur technique national, ils sont là pour rappeler ça aux jeunes. Donc ils savent à quoi s'attendre. Donc moi, ce n'est pas un match qui me fait peur. Au contraire, le Cameroun a toujours relevé ces défis-là, surtout quand il joue contre le pays organisateur. Vous l'avez dit, le Maroc est soutenu par son public, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que ça devient une pression psychologique pour le Maroc qui doit à tout prix prouver à sa nation que l'équipe est capable de battre le Cameroun qui est réputé de vaincre des équipes à domicile? Mais ça, c'est sûr. C'est sûr que le Maroc a plus de pression parce que le public est là, le public est exigeant. Donc c'est eux qui ont la pression. Le Cameroun n'a pas de pression. Ces joueurs, ils vont sur le terrain. Ils doivent montrer qu'ils savent jouer au ballon, qu'il y a un groupe soudé. Mais ça, la pression, c'est du côté du Maroc. Depuis le début de la compétition, le Maroc affiche une certaine maîtrise collective, tandis que le Cameroun mise davantage sur la solidité mentale et l'efficacité. Selon vous, n'est-ce pas, quel modèle est le plus fiable dans un quart de finale? Je crois que ce genre de match, ce n'est même pas la solidité. Comme vous avez dit que le Maroc a une solidité tactique, le Cameroun aussi a une très grande solidité. Le Maroc a une maîtrise collective. Une maîtrise collective. Oui. Mais la maîtrise collective du Maroc, bon, c'est des gars qui jouent ensemble, peut-être un, deux joueurs qu'on a ajoutés. Mais le Cameroun, ça fait seulement peut-être un mois qu'ils se sont retrouvés. Et je pense qu'il faut louer le travail que l'encadrement technique a fait. David Pago n'est pas seul. C'est vrai qu'il est le coach principal, mais il ne faut pas oublier Belinga qui était là en 2017, qui a cette expérience de compétition, adjoint du Gobros. Il ne faut pas oublier Ntongo Pile qui a qualifié le Cameroun pour les Jeux Olympiques. Angelbert Mbaga qui était entraîneur adjoint quand le Cameroun gagne les Jeux Olympiques en 2000. Donc vous comprenez que c'est tout un staff. Il ne faut pas oublier le préparateur physique, les médecins, les kinés, c'est tout un staff. Pour mettre les joueurs à ce niveau-là, c'est tout un staff qui est derrière. Donc ce n'est pas seulement les joueurs. Ce qu'on voit, c'est la finalité du travail qui est fait dans l'ombre que les gens ne voient pas, que le public ne voit pas. Donc moi je dis chapeau au président de la fédération qui a pu mettre tout cet ensemble-là. Et
La musique est en train de bien se jouer. Pour moi, je ne vois pas le Maroc éliminer le Cameroun, peut-être sauf problème de circonstances. Parce que je ne vois pas comment une équipe du Maghreb peut jouer contre une équipe d'Afrique centrale et on met un arbitre du Maghreb. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parlant justement des circonstances, vous avez regardé le match Maroc-Tanzanie. Les gens ont relevé des problèmes d'arbitrage. Est-ce que vous n'avez pas peur que cela puisse se reproduire lors du match Cameroun-Maroc? En principe, la Tanzanie méritait son pénalty. Tout le monde est unanime là-dessus. Mais l'arbitre a jugé bon de ne pas donner ce pénalty parce qu'on était à la dernière minute du temps réglementaire qui devait forcément amener, peut-être pas, mais je doute fort que la Tanzanie aurait eu cette occasion et raté ce pénalty si elle avait eu ce pénalty. Et ils allaient aux prolongations. Aux prolongations, ça pouvait être toute autre chose. Donc, je ne comprends pas comment l'équipe dirigeante de la CAF a pu nommer un entraîneur du Maghreb alors que c'est une équipe du Maghreb qui joue. Et vous voyez que dans une autre opposition entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, c'est un arbitre marocain qui va arbitrer le match. Donc c'est comme si on se lance, comment on se dit, bon, vous nous faites ceci, nous aussi on va vous faire cela. Voilà, ce n'est pas des pics, c'est-à-dire que c'est un échange de procédés, un échange de services. Parce que l'arbitre qui va arbitrer Côte d'Ivoire-Égypte est marocain. Et l'arbitre qui arbitre maintenant Cameroun-Maroc est égyptien. Ça ne sent pas bon, ça ne sent pas bon. Donc c'est des choses que je le relève dès maintenant avant le match de demain. Donc on va voir comment le match va se dérouler. Mais je pense que ce Maroc-ci, si c'était le Maroc de la Coupe du Monde, au sortir de la Coupe du Monde, je dirais oui, peut-être nous sommes en danger. Mais le Maroc que j'ai vu, ces 2 derniers matchs de Coupe d'Afrique, avant de jouer contre la Tanzanie, ce n'est pas le Maroc impressionnant. C'est pas le Maroc impressionnant et je pense qu'ils sont aussi fatigués. Vous l'avez relevé tout à l'heure. J'aimerais savoir pour nos téléspectateurs, est-ce que c'est une consigne ou bien est-ce que c'est un règlement intérieur de toujours vérifier la VAR lors de match? Parce que les gens ont également noté que lors du match Maroc-Tanzanie, on n'a pas fait appel à la VAR, notamment pour le cas du pénalty qu'on a mentionné tout à l'heure. L'entraîneur a le droit de faire appel à la VAR. J'ai appelé le 4e arbitre, dit qu'il veut revoir les images. Mais l'arbitre n'a même pas daigné écouter l'entraîneur et puis son 4e arbitre. Il n'a même pas voulu aller voir la VAR. Alors qu'en principe, il devait aller voir et puis prendre sa décision. Mais la décision était prise puisqu'on était presque à la fin du match. Donc il ne fallait pas perdre le pays organisateur. Il a même donné le carton jaune à un joueur sur le banc de touche. Un joueur qui demandait d'aller voir la VAR. Et puis le capitaine tanzanien lui a demandé d'aller voir la VAR. Donc il n'a même pas voulu le faire. Alors, nous allons continuer. David Epagou incarne une nouvelle ère pour les Lions indomptables. Dans ce type de match à très fort enjeu, quel doit être selon vous son rôle principal? Stratège, meneur d'hommes ou gestionnaire de pression? L'entraîneur, c'est un stratège. Je pense que quand même dans les écoles d'entraîneurs, il y a toujours le côté psychologique. L'entraîneur doit être un peu psychologue. Donc, je pense qu'il a parlé à ses joueurs, il a parlé à ses titulaires, ceux qui vont être alignés. Individuellement, il parle au groupe et il prend les joueurs individuellement pour leur parler. C'est un peu comme ça que ça se passe dans presque tous les clubs. Et je pense que Pagou a amené, enfin le staff et lui en tête, ont amené cette rigueur, cette motivation et le fait de tout donner. Je pense que Pagou n'a pas appris à ses enfants à jouer en un mois. C'est tout simplement que mentalement, ils ont changé. Il a changé la mentalité qu'il y avait dans les Lions. Parce que quand on voyait les Lions jouer ces derniers temps, avec Marc Brice, on se demande si on avait des sénateurs sur le terrain ou si c'était des footballeurs. Aujourd'hui, on voit que ces enfants courent et moi, je préfère encore, je vais encore dire chapeau un peu mot pour tout le travail qu'il a là-bas parce que les gens ne voient pas son travail, mais nous, les footballeurs, on voit ce qu'il fait sur le terrain. Le gros travail qu'il est en train de faire est physique.
C'est la preuve qu'il n'est pas à Manchester United pour rien. Pourtant, Marc Brice dit que David Pagoué suit sa continuité. Il n'y a aucune continuité, il n'y a aucune ressemblance. On avait les Lions jouer ici comme des sénateurs, des gens. Si on a été incapable de battre le Cap-Vert, on a été incapable de battre l'Angola, on a été incapable de battre les Swatini, donc qui ne viennent même pas parler. C'est-à-dire qu'il ferait mieux d'aller se cacher, ce monsieur ferait mieux d'aller se cacher, se taire définitivement, attendre que le gouvernement lui donne son argent. Comme il n'a pas su que. Parce que pour quelqu'un d'entraîneur qui vient dans un pays et qui ne sait pas que c'est la fédération qui est son patron, le président de la fédération qui est son patron, il dit que c'est le ministère qui est son patron, il n'a rien compris. Ce type n'a jamais entraîné à un haut niveau. Donc on l'a amené pour une mission, je ne sais pas quel genre de mission on l'a amené au Cameroun, mais il devrait se taire définitivement. Alors, petite anecdote, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, avait signifié qu'il sera le dernier à descendre du bateau. Et il y a de cela 2 jours, le ministre des Sports a annoncé qu'il devait payer les primes des Lions indomptables à cause de leur performance. Comment est-ce que vous recevez cette nouvelle? Je ne sais pas ce que le ministre veut créer, mais ce n'était pas un bon moment. On ne sort pas ce genre de choses pendant que l'équipe est concentrée dans la compétition. Pourquoi ils n'ont pas parlé des primes avant le début de la compétition? Pourquoi ils n'ont pas parlé des primes avant le début de la compétition? Donc ce n'est pas... Il a choisi un très mauvais moment pour s'exprimer. Ce n'est pas à ce moment. Ces enfants-là sont concentrés sur leur match. Tout le staff, tout l'encadrement qui est sur place est concentré sur le match. Donc, il n'avait pas à sortir ça. On sait que ces gamins gagnent des primes. On sait que tout le staff gagne les primes quand ils gagnent les matchs. Et puis, le décret du chef de l'État de 2014, tout ça est défini là-dedans. Il n'avait pas besoin de le rappeler. Petite question taquine. Est-ce qu'André Onana vous manque? André Onana, vous savez, Mila l'a dit la dernière fois, nul n'est éternel en équipe nationale. Dans les Lions indomptables, on a vu des super joueurs, des grandes générations passer. Donc, André Onana, vous voulez que je vous dise quoi? Thomas Kono a été là, Bel Joseph Antoine a été là, le feu Kepchouang Gondjab Roger a été là, le feu Tchoumbanga a été là, et Foudou, les Mboyon, tout ça. Le Cameroun a toujours eu des grands gardiens. Donc, Onana ou pas Onana, et Passia a joué la Coupe du Monde sans Onana. On a joué, on a battu le Brésil. Donc, aucun joueur n'est indispensable en équipe nationale, aucun. Donc, si vous n'êtes pas là aujourd'hui, demain quelqu'un va jouer à votre place. Ce n'est pas parce qu'on n'en est plus là que les Lions ne doivent plus jouer. Ça, en 2017, il n'était pas là. On a gagné la Coupe d'Afrique avec Fabrice Ondoa. Donc, Onana ou pas Onana, voilà, ils ont commencé la compétition. Ils ont gagné le premier, le deuxième match. Ils ont fait match nul au troisième match. Onana n'était pas là. Ils sont qualifiés pour les 8e de finale. Onana ne manquera à personne en fait. Je vais évoquer un nom et vous allez me dire ce que vous pensez de ce nom. Christian Kofané. C'est un petit bourré de talent, mais les gens sont en train de vouloir le comparer à Eto'o aujourd'hui. Mais Eto'o est spécial, Eto'o c'est un autre joueur. Comme Mila était un autre joueur, comme Manga Ongena était un autre joueur, comme Ekoulé Jeune a été un autre joueur. À ce poste d'avant-centre, je veux dire, Oman Beik a été un autre joueur. Donc on ne peut pas comparer. Kofan a ses qualités, laissez-le grandir. Faisons-lui confiance, faisons confiance aux jeunes. Et puis à 19 ans, il a encore beaucoup de choses, il a de l'avenir. Mais je veux seulement demander à certaines personnes qui veulent déjà le comparer à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est à part, Mila est à part, Manga Ongena est à part, chacun a Oman Beik qui est à part, chacun a eu son talent à ce poste-là. Il y a eu des grands avant-centres au Cameroun, dont c'est une terre des avant-centres, des gardiens de but, des milieux de terrain, des ailiers, comme je dis, des défenseurs. Le Cameroun, c'est une grande nation de football. Donc, il faut qu'on arrête de comparer. Ceux qui viennent aujourd'hui ont leur qualité, ont leur talent. C'est juste les encourager à évoluer pour qu'ils continuent à défendre le vert ou jaune comme ils le font. Alors, Jean-Jacques, Missé, nous allons sortir peut-être par là. Si vous deviez transmettre un message fort aux Lions indomptables avant ce duel Cameroun-Maroc, que leur diriez-vous pour leur rappeler ce que signifie porter le vert ou jaune dans ce genre de compétition? Porter le vert ou jaune, c'est comme les gens de l'armée. Hein. C'est comme les gens de l'armée. Comme Pagou l'a dit, son père était militaire, donc
service à la nation. Ils sont là pour servir le Cameroun, ils sont là pour représenter le Cameroun. Donc ils doivent représenter valablement le Cameroun. C'est tout le pays qu'ils représentent. Donc porter le vert jaune, c'est un poids assez lourd. Celui qui ne peut pas porter ce maillot, alors qu'il laisse, qu'ils disent que je ne peux pas, et un autre prendra sa place. Je pense qu'ils ont une mission, et cette mission, c'est de défendre la nation, tout simplement. Et David Pargou saura, n'est-ce pas, comment leur faire comprendre cela. Alors, ce quart de finale Cameroun-Maroc s'annonce palpitant. Il pourrait bien servir de révélateur autant pour la suite de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 que pour l'avenir des Lions indomptables. Merci Jean-Jacques Missé d'avoir répondu aux questions de sportifs. Merci Stéphanie, merci d'être arrivé jusqu'ici. Mesdames, Messieurs, voilà qui met un terme à cet entretien. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez connectés sur nos différentes plateformes. D'ici là, portez-vous bien.